une bonne situation, ça, Scribe. You talking to me? What's your name? On m'appelle Garance. Why you so ornery? You miss me? Je sais pas si j'ai manqué au cinéma français, mais à moi le cinéma français a manqué absolument. Et si on vous demandait d'aller dans la rue et de poser à des inconnus la question « Êtes-vous heureux ?» Nage droit devant toi, nage droit devant toi. Comment? This is not a joke. Harry Potter is dead! Ravi de vous retrouver pour la deuxième de l'émission était presque parfaite, votre nouveau divertissement sur le cinéma. Tout d'abord, merci à vous tous d'avoir été nombreux à nous écouter pour la première et merci pour tous vos retours. Au programme du jour, la critique de 3 films, Les Veuves de Steve McQueen, Astérix et le secret de la potion magique et Casse-Noisette, le Disney de Noël. On va aussi découvrir les films de Noël de nos chroniqueurs, on débattra ensuite de la représentation du monde imaginaire des personnages au sein des films. Nous verrons aussi les envies des chroniqueurs dans le programme de la Cinémathèque dont nous sommes partenaires et révélerons d'ailleurs le nom du ou de la gagnante du premier concours. On lancera aussi le second concours en partenariat avec la Cinémathèque, avec toujours à gagner 2 places pour la Cinémathèque. Et vu qu'on est généreux, on ajoute la magnifique affiche du film Roma d'Alfonso Cuarón, qui l'affiche taille cinéma, mais le film ne sort pas au cinéma. On terminera avec un blind test un peu spécial, vous allez voir. Je vais sans plus tarder d'ailleurs présenter les chroniqueurs de cette émission et avec une nouvelle, il s'agit de Barbara. Barbara, t'es en licence de cinéma, c'est ça ? Oui, bonjour. Bonjour. En première année de licence de cinéma, donc je suis nouvelle et je découvre. Et est-ce que t'as un genre de prédilection dans le cinéma ? Moi j'aime beaucoup la nouvelle vague et le cinéma d'Ozu, donc j'ai hâte de commencer les cours là-dessus. Nous retrouvons aussi celle dont on dit secrètement que le personnage de Meryl Streep dans Le Diable s'habille en Prada s'est inspiré. Elle est considérée comme la terreur des bacs à sable, l'impétueuse Elsa Morel. Elle a pas compris que c'était. Ça va, Elsa? Oh oui, ça me fait plaisir d'être introduite comme ça. Ah bah oui, écoute, oui d'accord. Seven fuse plus vite que les explosions des films de Michael Bay. Il a l'enthousiasme d'Humphrey Bogart, mais au fond, on sait tous qu'il verse sa larme devant Titanic. C'est le retour de Dante Del Gingaro. Voilà, j'ai jamais vu Titanic. Bonjour. Mais t'as versé ta larme un petit peu quand même. Mais je suis toujours là pour verser une larme, sans problème. Super Michette. Elle était aussi présente à la première émission et si par hasard, mais vraiment par hasard, dans la rue vous entendiez Super Villains quoi. C'est forcément elle, c'est Paula Fraison. Bonjour. Comment va ton anglais, Paula, dis-moi? Eh ben pas trop mal, sauf quand je suis fatiguée. Aujourd'hui on attend de l'anglais. Hein, je vais vous surprendre, j'espère. Et comment dit-on en anglais tout de suite, c'est le jeu du bluff? And now that would be the jeu du bluff. Ah bah go to the jeu du bluff, j'ai envie de dire. En gros, le jeu du bluff, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu dans lequel les chroniqueurs, allez-y, je vous en prie d'ailleurs, vont piocher au hasard un film sorti ces 2 dernières semaines et vont devoir faire la critique du film, qu'ils aient vu ou non. S'ils ont vu le film, ils vont donner leur vrai avis sur le film, et s'ils n'ont pas vu le film, ils vont devoir inventer un avis sur le film et faire croire, du coup, bluffer les autres chroniqueurs en faisant croire qu'ils ont vu le film. Et je propose de commencer avec Elsa Morel, la terrible. Oui. La terrible, je sais pas d'où vient cette réputation, je ne comprends pas. Enfin bon, moi du coup j'ai vu Amanda donc avec Vincent Lacoste et donc c'est l'histoire d'un gars, enfin d'un mec qui doit avoir sa nièce sous tutelle en gros. Et en fait, j'étais pas du tout convaincue par la bande-annonce, mais j'y suis quand même allée parce que ça m'intéressait, les thématiques m'intéressaient, notamment sur la question de la tutelle, comment est-ce que les enfants se débrouillent en fait après la perte d'un parent. Et du coup... se moque en plus, Aurélien. Désolé, mais désolé. Et du coup... Et Vincent Lacoste, je l'ai trouvé très bien, très touchant, et c'est un peu intéressant de le voir dans un rôle un peu plus mature. Donc voilà, moi j'ai bien aimé, ça m'a... Alors selon les autres chroniqueurs, est-ce qu'Elsa a vu Amanda ou pas? C'est faux. Non, je pense on est que sur non. un nom général. C'était Elsa. tellement une défense faible de ce que j'ai. Non, mais c'est parce que t'as pas parlé du fait que c'était un film un peu post-attentat de Paris. Oui, c'est vrai. Et ça se voit pas dans la bande-annonce. Mais je ne spoil jamais, moi. Ah oui, c'est ça. Dante, je t'en prie, quel film as-tu forcément vu moi, j'ai vu Les Mauvaises Herbes, un biopic sur un jardinier dans une école primaire. Un sujet pas facile. Pas évident. Ça fait plaisir de retrouver Bruce Willis quand même dans des rôles un peu plus terre à terre, si je puis dire. À chaque émission, il va nous faire ça et tu réinventes les films. Parce que je ne sais pas ce que c'est en fait. C'est le film de Keiron. Ah, c'est ça. Voilà.
Voilà. D'accord. La prochaine fois, on te mettra une affiche du film. Oui, c'est mieux, non, parce que ça me dit rien du tout. Là. On pourra broder plus facilement. C'est perdu donc. Donc oui, c'est perdu là. Dante, c'est perdu. Je crois que j'ai perdu. Barbara, quel film as-tu vu? Alors moi j'ai vu Les Filles du Soleil qui racontent Déjà, j'ai vu. l'histoire. Mais est-ce que t'es un peu laborieux à lire le titre? Donc, Je n'arrive pas à lire le titre. Les Filles du Soleil. Donc du coup ça raconte l'histoire d'une bande de femmes pendant la guerre qui décident de prendre les armes et de se révolter. T'as l'air vraiment convaincu. Très convaincue. Non mais j'ai beaucoup aimé la lumière du film parce que ça se passe dans le désert. Et c'est un film super féministe et qui met en valeur des personnages féminins forts et puissants. Alors, selon les autres chroniqueurs, est-ce que Barbara a vu le film ou pas? Moi, je pense qu'elle a vu l'affiche en tout cas. Ouais. Elle a pas dû voir le titre. Non. Donc, a priori, vous pensez qu'elle bluffe? Oh, bah, un petit peu, oui. Un peu, ouais. Légèrement. Bon, bah alors c'est une défaite aussi. Paula, est-ce que tu vas sauver l'honneur? Bah, je vais essayer. Moi, j'ai vu Overlord. Voilà. Donc, non, c'est un film. Bon, je vous avoue que j'étais pas. Au départ, je m'étais vraiment pas dit que j'allais aller voir ce truc-là. Et puis, en fait, j'ai discuté lors d'une soirée avec un autre ami dans le cinéma. Et puis, il m'a dit qu'il l'avait vu et qu'il s'était vraiment bien marré. Que c'était du bon film de zombies, tout ça, comme on aime. Et puis, je suis plutôt d'accord avec lui. C'est totalement absurde et c'est pas si mal que ça. Est-ce que les autres chroniqueurs, vous pensez que Paula a vu le film? C'est faux. Non. Bah non. Hein. Eh ben c'est loupé. Bah dis donc, on est sur un bluff. C'est plutôt faible, hein, le raté, niveau. C'est plutôt raté. Eh ben je vais tenter. Attendez, parce qu'il reste moi. Moi j'ai vu Le Grinch. Le dessin animé de Noël, et c'est pas incroyable parce qu'en fait c'est un peu de l'animation pas inspirée. Désolé pour toi Elsa qui aime beaucoup les studios Illumination qui font Moi Moche et Méchant, mais j'ai trouvé que c'était un peu faiblard. Dans l'histoire c'est le Grinch mais il se passe pas grand chose et c'est mielleux, et à la fin il devient gentil, donc bon, on s'en passe. Est-ce que vous pensez que j'ai vu le film, oui ou non? Oui. Moi je dirais non. T'as dit la fin. Ah bah j'ai réussi à bluffer Dante quand même, puisque j'ai vu le film. En fait j'ai pas bluffé, l'artiste. je suis un artiste Incroyable. du bluff. Bravo. Belle partie de jeu du bluff. Rapide, hein. Très enrichissant. Rapide, peu convaincante. Votre mari m'a volé 2 millions de dollars. Et puisqu'il s'agit de ma vie, maintenant il s'agit de la vôtre. Mais maintenant, on va s'intéresser au nouveau film de Steve McQueen qui a floppé aux États-Unis d'ailleurs à sa sortie et qui vient d'arriver en France. Et qui est-ce qui va le résumer? Je crois que c'est moi. Paula, je te laisse le flambeau du résumé, anglais, bien très, sûr. très synthétique. Bien sûr, mais je pense que pour nos auditeurs, je vais peut-être le faire en français. Dommage. Non, les veuves, en fait, c'est comme le titre l'indique, c'est assez facile à deviner. Ce sont des femmes qui ont perdu leur mari, qui étaient tous mercenaires, et elles se retrouvent en fait dans une situation où elles doivent se débrouiller pour gagner de l'argent parce qu'elles sont financièrement. Il va y avoir un chantage lié justement au braquage raté des amis, non, des maris. Moi, c'est aussi l'époque. Moi, je suis très vieille époque, je dis les amis. Voilà. Paula, qu'as-tu pensé des veuves? Moi j'ai pas été très convaincue. En fait, je trouve que c'est un film qui aborde plusieurs thématiques mais pas en profondeur et qui s'éparpille un peu trop et ça perd assez drastiquement en efficacité. Je ne suis absolument pas convaincue par Liam Neeson dans ce film. Je trouve que c'est totalement c'est tarte, pardon, mais c'est moi j'achète pas quoi. Surtout spoil, mais il y a une scène sur un bateau et j'ai trouvé ça kitsch au possible et ça m'a vraiment voilà. Et puis j'avais un peu deviné l'action du film en fait en le regardant, donc du coup j'ai attendu un peu patiemment la fin du film que j'avais plus ou moins deviné. Donc non, vraiment, moi les veuves c'est pas une réussite à mon sens. Pas convaincu. Elsa, qu'as-tu pensé des veuves? Alors moi j'ai été déçue malheureusement, mais j'avais vu Shame et 12 Years a Slave de Steve McQueen et je trouvais que là où c'était intéressant c'est qu'il était très centré sur ces sujets, il savait exactement là où il voulait aller. Et quand j'ai vu les veuves, je vais pas mentir, j'étais complètement perdue quand j'ai vu le film, c'est-à-dire que je comprenais pas sur quel thème il voulait vraiment accentuer les idées. Le scénario il était absolument fouillis, on a des intrigues secondaires qui prennent complètement. Alors, juste pour le scénario, on peut préciser que c'est scénarisé par la scénariste de Gone Girl, Gillian Flynn, qui s'est perdue aussi, on peut le dire. Oui, et du coup du coup on a des intrigues secondaires qui prennent complètement le pas sur des intrigues sur l'intrigue principale et du coup ça pose un énorme souci et même au niveau de l'intrigue même il y a des choses qui sont complètement confuses et invraisemblables et moi j'ai pas du tout adhéré.
Dante, quel est ton point de vue sur les veuves? Moi je suis d'accord avec tout ce qu'on a dit, mais plus encore, je trouve que c'est un film extrêmement... moi j'adore Steve McQueen, enfin j'ai beaucoup aimé ses 3 premiers films, et là je trouve que c'est un film d'un cynisme assez fou, parce qu'on a l'impression qu'ils ont casé tous les sujets d'actualité pour avoir un Oscar, donc on a droit, et là je vais spoiler, mais j'en ai rien à faire. Bah attends, alerte spoil du coup, alerte pour spoil, ceux qui veulent le voir. Écartez-vous de vos écouteurs. Donc on nous met la séquence de l'adolescent noir qui se fait tuer par un policier en plein milieu, pourquoi pas, allons-y. Le débat avec non mais c'est vrai, ça sort de nulle part, non, mais franchement c'est facile, genre après on nous met l'espèce de discussion entre la fille qui se prostitue et le mec qui lui donne de l'argent pour dire voilà les femmes qui s'émancipent et tout, mais en fait on a l'impression que chaque séquence sert juste à nous donner je sais pas une espèce d'opinion comme ça, mais alors sans nous raconter d'histoire quoi, c'est vraiment je sais pas comment dire, bien pensant. Mais non, mais c'est pas bien pensant, parce que moi forcément je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord pour dénoncer toutes ces choses là, mais là je veux dire on a l'impression que le film ne sert qu'à ça quoi, au lieu de nous raconter une histoire, ce qui est quand même dommage. Mais moi en plus c'est un souci, je pense que tout ça aurait pu être réglé par le montage, et en fait Steve McQueen s'est pas fait violence de vraiment couper les scènes qui desservaient la narration en fait, et du coup on a l'impression qu'il a fait passer ses petits plaisirs personnels, ce qu'il voulait vraiment parler, au détriment de la narration, et du coup finalement on est complètement perdu, et du coup ça n'a aucune cohérence. Oui, c'est extrêmement confus quoi. Attends, je précise que Barbara ne parle pas, mais c'est parce que tu n'as pas vu le film. Mais vous me donnez pas trop envie de le voir. Oui, c'est ça. Sans notre avis, est-ce que tu serais allé le voir, et sans je pense pas que je serais allé le voir parce que j'avais détesté Gone Girl. Ah ouais, t'as détesté. Ah non, bah là-dessus, au niveau du scénario, et du coup quand j'ai vu que c'était la même scénariste, pourquoi t'as détesté rapidement, parce qu'on va pas partir sur Gone Girl, mais j'ai trouvé ça lent et pas prenant du tout, et pas crédible. Je sais que moi j'ai vraiment beaucoup aimé Gone Girl. Oui, Elsa. Non, juste par rapport à Gone Girl, là où justement il y a une différence de scénario, c'est qu'on a vraiment un film en 2 parties, un peu comme Les Veuves finalement, qui est plutôt en 2 parties, mais là où dans Gone Girl c'est vraiment beaucoup plus centré sur une histoire dans chaque partie, là dans Les Veuves on a vraiment plein de thématiques qui se mélangent, même s'il fait une film en 2 parties. Oui, c'est très brouillon comme film. Ah mais oui, mais moi je trouve que c'est le pire scénario de l'année 2018. Et je trouve qu'on peut pas s'attacher au personnage en fait. C'est vraiment c'est terrible, parce que pourtant il y a tout pour en faire une histoire assez touchante. C'est des femmes qui se retrouvent financièrement dans une galère énorme et qui sont obligées de se mettre les mains dans le cambouis quoi. Donc c'est moi je trouve ça dommage, parce que ça avait de quoi fonctionner, ça ne marche pas du tout. Vous aviez des attentes avant de voir le film ou... Je pensais voir un film avec un minimum de cohérence scénaristique quoi, et c'est vrai que là il y a tellement de détails, après il faudrait raconter tout le film quoi, mais il y a tellement de choses. Déjà moi je pense rien que le postulat de départ qui est la femme perd son mari, elle découvre qu'il lui a légué un carnet, donc elle découvre qu'il est braqueur et que c'est un gangster, et sa réaction c'est de dire bah oui tiens je vais braquer moi aussi un coffre. Après ça psychologiquement c'est faible hein, non, quand même, c'est en réponse à un chantage fait par les méchants. Ouais, mais il n'y a aucune surprise, enfin je sais pas, la fille s'est jamais posé de question d'où venait l'argent, ou que des choses comme ça où tu te dis mais là-dessus quoi. Là-dessus je le rejoins, moi du coup je l'ai vu aussi, j'ai trouvé, je suis tout à fait d'accord avec vous que c'est un film plutôt mauvais finalement, parce que ça raconte rien, la mise en scène ça y va à gros bâtons, à gros, on en parlait avec Elsa, il y a un plan en travelling circulaire qui est assez intéressant, mais finalement c'est un peu tout, et c'est quand même très lourd comme façon de marquer une séquence un peu forte en suspense. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de suspense, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'acteurs non plus. Les acteurs sont... Alors là, si je puis me permettre, moi j'adore Colin Farrell. Je l'ai trouvé super. Colin, moi je suis pas sûr. Non, moi j'ai bien... voilà. Il y a un accord. Super. Il jouait peut-être bien, mais son personnage ne servait pas à grand chose. C'est ça. À partir de là, je pense que malheureusement, les acteurs, je pense que ce ne sont pas de mauvais acteurs, c'est juste des rôles mal écrits. Ah oui, mais ça. Il y a aussi d'ailleurs Robert Duval, le vieux raciste cliché au possible, genre terrible. À propos des acteurs, il y a aussi toutes des histoires, un arrière-plan d'histoires qui ne servent à rien. Colin Farrell, sa relation avec son père, finalement, ça apporte rien à l'histoire. La prostituée avec son client, ça apporte rien à l'histoire. Il met tout un fond d'histoire, d'éléments finalement somme toute largement dispensables, et du coup c'est ça qui fait un film très brouillon, c'est plein d'éléments mis ensemble, et ça ne fonctionne pas. Je sais pas vous. Mais j'ai une question, est-ce que ça vous a pas manqué le fait qu'on ne sache pas un minimum
comment ils sont devenus braqueurs, les maris. Moi, si, complètement. Parce que je trouve que justement, ces femmes-là, on voit comment elles en viennent à se mettre dans cette situation-là, à devenir braqueuses. Mais les maris, en fait, on n'a pas de... Moi, c'est ça, en fait, qui m'a gênée aussi. C'est qu'on ne peut pas s'attacher aux femmes puisqu'on ne comprend pas quelle était leur relation avec leur mari ou presque pas. Et on ne sait pas, on ne sait rien, en fait, sur ces familles-là. Donc, du coup, ça fait totalement abstrait. Enfin... ouais, je sais pas, c'est pas ancré. Non, mais Steve McQueen est un très bon réalisateur. C'est juste que là, il s'est égaré. Il s'est égaré, mais clairement. Mais il a pas fait beaucoup de films. Il a fait quand même Shame, 12 Years a Slave et Hunger, qui était pas mal. Mais Shame et 12 Years a Slave, c'était quand même des grands films. Donc mais la mise en scène était soignée, quoi. Alors que là, je pense juste au plan séquence du capot de voiture, comme je le surnomme depuis hier soir. Non, mais il y a une séquence où vraiment c'est une espèce, je sais pas si vous vous rappelez, il y a un plan séquence, en gros, il y a Colin Farrell qui rentre dans sa voiture et on entend la conversation qui est à l'intérieur, mais nous on reste à l'extérieur depuis le capot de la voiture. Et en fait, à la fin, il arrive jusque chez lui alors qu'il venait des quartiers plutôt défavorisés de Chicago. Et là, on se dit, ah ouais, en fait, dans ce quartier, il y a d'un côté des gens extrêmement pauvres et lui qui est extrêmement riche et tout. Et ça, c'était plutôt une bonne idée de mise en scène. C'est à peu près la seule du film. Il y a peu de bonnes idées. Bon, Steve McQueen aurait bien eu besoin du secret de la potion magique. Ah oui, d'accord. Pour impressionner les chroniqueurs avec ses veuves. Mais le dernier, Astérix d'Alexandre Astier et Louis Clichy, interroge lui cette question de la transmission de ce secret. À partir de maintenant, je ne dois plus être le seul à connaître la formule de la potion magique. En effet, Panoramix se lance dans une folle quête d'un successeur. Je viens de m'apercevoir que j'ai résumé Astérix alors que Dante voulait le faire. J'étais tellement chaud. Mais la larmichette. Je suis désolé, Dante. Pas besoin du Titanic là, il me suffit d'avoir Aurélien. Tu peux donner ton avis sur Astérix par contre. Bah plus envie, non. C'était sympathique. Moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça assez beau en fait, visuellement, au niveau des mouvements et tout, mais je trouve qu'il y a beaucoup de décors qui sont vraiment jolis, quoi, et c'est quand même assez agréable à regarder. J'ai trouvé ça plutôt rigolo. Bon, c'est vraiment pas hilarant, mais je trouve que les personnages des druides sont très très rigolos. Ah ouais, moi je trouve les druides m'ont fait mourir de rire. Ça m'a beaucoup plu, ça. Mais ça, Alexandre Astier, je pense qu'il y a ça chez lui, c'est qu'il a vraiment d'excellentes idées, pas sur tout, mais il y a des trucs où il a vraiment des idées de personnages et de dialogues. Ouais, c'est ça. Et les druides sont hyper drôles. C'est vrai, ça marche très bien. Enfin, il arrive à créer de bonnes alchimies, comme on dit dans le milieu, quoi. Au niveau de l'histoire, Elsa, qu'en as-tu pensé? Au niveau de l'histoire, attends, juste précise, déjà, je trouve qu'au niveau marketing, c'est un film qui est à la hauteur de ses ambitions. C'est-à-dire que ça propose un divertissement, sympathique. Le film dure pas très longtemps, donc c'est vraiment une sortie entre amis pour rigoler. Et franchement, le film est très bien pensé comme ça. C'est-à-dire qu'on passe un bon moment, il y a une belle mise en scène. Bon, alors j'ai trouvé que la première... Juste désolé, mais tu l'as fait avec l'accent marseillais. Oui. Il y a une belle mise en scène. Désolé. Vas-y, Elsa. Je prends cher depuis le début. Vas-y. Le diable s'habille en Prado, en fait. Allez. Et par contre, la première partie était un peu longue. Et du coup, mais après, la deuxième partie est très drôle. Tout comme les blagues de Dante, j'ai l'impression. Le film est à l'image des blagues de Dante. Barbara, tu as vu Astérix? Oui, j'ai vu Astérix. Et pour revenir du coup sur ce que disait Dante, j'ai trouvé les paysages beaucoup plus beaux que les personnages eux-mêmes. Oui. J'ai trouvé un peu lisses, surtout au niveau des visages. Et après, ce qui concerne l'histoire, vu que c'est une histoire inédite, en fait, je trouve qu'elle a carrément sa place dans la continuité des albums et des premières adaptations. Parce qu'en fait, elle explore le passé de Panoramix et qui n'est pas du tout exploré du coup dans tous les albums, et c'est une part un peu sombre de tout l'univers d'Astérix et Obélix, donc je trouvais ça bien. Une part un peu sombre? Oui. Bon, le passé de Panoramix, je trouve pas très sombre. Mais non, mais il est pas super exploité en fait. Ah oui, mais c'est pas. Ah oui, sombre non, dans mais le sens. Sombre dans le sens où on n'en sait pas exploré. D'accord. J'étais en mode qu'est-ce qu'il a fait? Panoramix a tué quelqu'un avec sa serre. Il a des secrets. C'est ça. Et donc plutôt, je sais pas, plutôt convaincu. Oui, plutôt enthousiaste. Après, c'est vrai que parfois on a l'impression d'assister plus à des moments de gag qui s'enchaînent, mais je trouve que quand même il y a une trame scénaristique sympathique, mais il y a des petits moments de longueur quand même. Moi, il y a un truc au niveau des personnages qui m'a beaucoup surpris, c'est que je trouve que Astérix et Obélix, on les voit quasiment jamais dans le film. Oui, en fait, on les voit peu. On les voit très peu. Mais c'est pas gênant, hein, juste je dis ça, c'est un truc que j'ai relevé, parce que limite, c'est vrai, leur façon, ils se disputent, tout ça, on a l'habitude de le voir, donc limite, c'est peut-être plutôt une qualité, le fait qu'on les voit moins et que ce soit d'autres personnages qui soient mis en avant, mais ça, c'est juste étonnant. Mais c'est intéressant parce que c'est un film qui parle de la transmission un peu aussi, donc je sais pas, on peut faire écho par rapport à ça, ces personnages qui sont plus en retrait pour laisser place à d'autres personnages, justement, donc je sais pas comment. Il y a une double transmission, il y a celle-là, il y a aussi la transmission
de Uderzo vers Alexandre Astier et c'est bien Uderzo qui est en vie encore actuellement. Oui, c'est pas... Non, Goscinny j'ai eu un doute. est décédé depuis un moment déjà. J'ai eu un doute. Mais donc oui, Uderzo avec Astier, il a laissé écrire une nouvelle histoire, ce qui est assez inédit. Et effectivement, il y a cette transmission qu'on retrouve un peu partout dans le film, notamment avec le personnage de la petite fille. Paula, qu'as-tu pensé d'Astérix ? Moi, j'ai vraiment bien aimé. Je me suis bien marrée pendant la séance et le reste de la salle aussi. Donc, je crois que ça a plutôt plu. Moi, j'aime beaucoup les petits sangliers. J'ai trouvé ça génial. Il m'a eu avec ça. Il y a qu'un petit sanglier. Il y a un petit sanglier, oui, mais la famille de sangliers ils sont trop drôles, quoi. Enfin, quand ils dorment tous en tas et tout, qu'ils vont raconter son truc et qu'à chaque fois, enfin, c'est un running gag, quoi. Moi, ça m'a bien accroché. Et oui, Dante. Non, je sais pas. En fait, j'avais une blague et puis je me suis dit non, je vais pas la faire. Non, d'accord. J'allais dire, tu parles très bien le sanglier d'ailleurs. Bah oui, c'est dans mes skills aussi, je présume. Oui. Pas sûr que tu nous fasses une démo, mais. Non, là pour vos oreilles, on va peut-être pas le faire. Mais non, mais sinon, moi, je suis plutôt d'accord avec ce que tu avais dit plus tôt, dans le fait que c'est pas. Moi, j'ai trouvé ça assez beau. Et j'ai bien aimé aussi le personnage de... Comment elle s'appelle, la petite fille C'était Pectine. Oui, j'ai pas compris comment elle s'appelait, moi. Pectine. La par Pectine contre, de Freud. juste là-dessus, je trouve que ce personnage-là, il y a un autre élément du film. Je trouve que par contre, c'est vraiment trop visible que ces éléments vont revenir plus tard dans l'histoire. Après, c'est un film pour enfants, donc... Ouais, mais il y a pas... Non, mais il y a des fois, on est un peu plus surpris que ça. On parle là de Casse-Noisette. Il y a un élément chez Casse-Noisette que j'avais pas vu venir. Mais dans Astérix, je trouve que c'est hyper prévisible ce qui va se passer. On sait que telle situation va être renversée plus tard. Et si, il y a Panoramix avec ses cailloux. Le truc de Panoramix quand il était jeune avec ses cailloux. Bon, c'est pas un spoil, je précise. Et bon. Un autre élément qui, du coup, pourrait spoiler, donc je préciserai pas. Mais je trouve qu'il aurait pu être un peu plus fin et l'amener un peu plus subtilement. Là, c'est un peu. On appelle ça un hareng rouge quand il y a un élément du film qui revient plus tard. Et je trouve que là, c'est un peu un trop gros hareng rouge pour moi. Elsa, dis-moi. Oui, alors moi, j'avais pas spécialement fait attention. Mais moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le méchant. Je trouvais qu'il était bien écrit, qu'il faisait plutôt peur. Il est doublé par Daniel Mesguich, d'ailleurs. Il est stylé. Qui est un metteur en scène et acteur aussi de théâtre. J'ai dit ça, Elsa, elle est pourquoi il dit ça, moi, juste précisément parce que je ne connais pas Daniel. Le doublage était bon, je trouve. Bah, moi, j'ai des réserves sur la voix d'Obélix et sur la voix de Panoramix qui m'ont un peu insupporté quand même. Bah, moi, la voix de Panoramix, en fait, c'est Bernard Allan et je n'ai pas. En fait, il a fait le doublage en fait du personnage de Snowbell, le chat, dans Stuart Little, et c'est terrible parce que pendant tout le film, j'ai entendu ça. Il a fait aussi. On parlait du diable s'habille en Prada. Il a fait aussi le doublage du personnage de Nigel. Et moi, c'est des films que j'ai entendus en français en étant petite, et là, je n'arrivais pas à décrocher de ces deux personnages-là en doublage. Donc ça Barbara, qu'as-tu pensé marqué aussi, Dante. Qu'as-tu pensé du doublage? Moi j'ai trouvé le doublage parle bien dans ton micro. Le doublage d'Astérix plutôt réussi en fait. Je trouvais que du coup c'est Christian Clavier qui revient dans un rôle plutôt humoristique et réussi pour une fois. Donc moi j'ai apprécié le voir là-dedans. Mais ce qui est intéressant, c'est que Clavier, si je me trompe pas, il a interprété Astérix aussi. Je crois que c'est la première fois qu'il le double. Oui, il l'a interprété. Astérix sur l'expédition Cléopâtre. Est-ce que c'est pas lui qui le doublait aussi dans le précédent, le domaine? J'ai regardé, non en fait. C'est celui qui a fait dans Le Domaine des Dieux, donc le précédent film d'Alexandre Astier et Louis Clichy. C'est le doubleur originel d'Astérix des dessins animés. Celui qui a, en fait, il y a eu que peut-être qu'il est mort entre temps. Je ne sais pas. Non, parce que c'est vieux les dessins animés Astérix. On va pas. Non, il a doublé il y a 2-3 ans. Hein, d'accord. Donc Tu sais. Peut-être juste une question d'emploi du temps, hein, pas besoin d'imaginer. Le Domaine des Dieux, c'était en 2014, c'était il y a 4 ans. Donc bon, je ne sais pas. Je vérifierai l'état de santé de ce doubleur. Je vous propose de. Oui, Barbara, vas-y. Oui, je voulais juste relever une séquence que je trouvais particulièrement belle. C'était celle où, du coup, pour raconter le passé, je crois, de Sulfurix et Panoramix, il utilise des croquis un peu à l'ancienne et je trouvais ça assez osé et sympa de retrouver ça dans un film d'animation pour enfants avec une animation plus classique et un petit hommage aux bandes dessinées aussi. Ouais, moi je suis totalement d'accord avec toi, c'est un moment qui m'a surpris et j'étais super contente de voir ces dessins-là, c'était bien amené.
C'était un bel hommage pour moi. C'était assez touchant. Je suis tout à fait d'accord. Juste, je voulais dire que j'étais d'accord. Merci. Non, pour revenir sur le doubleur, il s'appelle Roger Carrel. Il est toujours en vie. Il a 91 ans. Merveilleux. Et, Roger, si tu nous écoutes, on t'embrasse. On t'embrasse tendrement. Pour le film suivant, élément important, on va demander à Dante de ne pas faire la vanne. Casse-Noisette est à l'image de son titre. Jamais d'aussi facile. Peu de gens ont conscience qu'il existe de par le monde des royaumes où règne le désordre. Il s'agit donc du Disney de Noël et c'est Elsa qui va nous synopsiser le film. Oui, alors donc dans cet opus de Casse-Noisette, on retrouve donc Clara qui part dans un monde imaginaire à la recherche d'une clé pour ouvrir le dernier cadeau donc, que lui a offert sa mère à Noël et donc en quête d'identité. Et donc Barbara, dis-nous ce que tu as pensé de Casse-Noisette. Eh bien déjà, je partais assez pessimiste au niveau du scénario et je me suis dit qu'il allait se rattraper au niveau du visuel parce que c'est Disney, qu'ils ont les moyens, etc. Sauf qu'en fait, le film était extrêmement moche, je trouvais. Les fonds verts étaient pas du tout réussis. Ils avaient un univers complètement féerique à exploiter. Dans le film, on voit qu'une forêt, un pont et un palais. Puis pour revenir au scénario, les personnages sont pas du tout attachants. On n'a pas le temps de s'identifier à eux, de voir les liens qu'ils ont entre eux. Et même au niveau des acteurs, je trouve qu'Keira Knightley est en surjeu total, même si ça fait partie de son personnage. Moi, je trouve qu'elle est en surjeu. Ça, j'ai l'impression que les autres chroniqueurs sont d'accord avec toi là-dessus. Vont te rejoindre sur cette question. Et attends, fini. Et après, je trouvais dommage pour Hélène Mirren, qui est quand même une grande actrice que j'aime beaucoup. Keira Knightley aussi, mais oui, pas de bol là-dessus. Mais je trouvais qu'elle avait un personnage où elle aurait pu développer plus du coup son jeu d'acteur, mais en fait, il y a pas assez de matière dans son personnage. On comprend pas pourquoi elle a été exilée du royaume. Pourquoi Hélène Mirren, tu parles. Oui, d'accord, oui, parce que j'ai un doute avec Keira Knightley, mais. Donc, pourtant, il y avait tous les ingrédients pour que ça soit un bon film de Noël Disney. C'est ça, un bon divertissement. Donc c'est dommage. Je pense qu'en fait, même Disney croyait pas au projet eux-mêmes, puisque dans 2 semaines ou 3 semaines, ils sortent Mary Poppins. Oui, c'est vrai que c'est très étonnant. Ils font beaucoup de films de Noël en très peu de temps. Et donc, toi, Paula, qu'as-tu pensé de Casse-Noisette ? Moi, je n'ai vraiment pas du tout aimé. Je disais la semaine dernière que je n'avais pas grandi avec Harry Potter, mais j'ai grandi avec l'histoire de Casse-Noisette et avec la musique de Tchaïkovski. Et là, pour le coup, j'ai été complètement déçue en fait, parce que je ne dis pas que la bande son est mauvaise, mais moi en fait je m'attendais à vraiment avoir beaucoup plus de la musique originale en fait, et là c'était vraiment pas le cas. Il y a certains airs en fait, notamment dans les valses, tout ça, la valse des fleurs et tout, qui ont été vraiment coupés, et à certains égards je trouvais que ça avait presque un côté un peu jingle quoi, genre on arrive dans le monde imaginaire, hop là on a 3 secondes de la musique de Tchaïkovski, puis pouf on repart à autre chose. C'était vraiment moi ça m'a vraiment beaucoup déçue. Et la deuxième chose qui m'a déçue, c'est que je trouvais que l'histoire en fait, le conte original parle vraiment de la magie de Noël, de tout ça, et là c'était raté. Enfin, pour moi, en fait, c'est une adaptation en fait qui est faite sauce Disney. Et c'est dommage. Ils en ont fait un espèce de parcours initiatique pour une jeune fille qui essaye de se comprendre, revenir un peu sur les traces de sa mère, tout ça. Et moi, ça, je trouve que ça marche pas, en fait, parce qu'on comprend même pas pourquoi le film s'appelle Casse-Noisette en fait, enfin presque pas, le Casse-Noisette a pas de rôle quoi là-dedans. Dante, as-tu compris pourquoi le film s'appelait Casse-Noisette ? Oui, il y a un personnage qui s'appelle Casse-Noisette. Non, alors moi du coup je suis allé le voir sans beaucoup d'enthousiasme, parce que c'est pas le genre de film que je vais voir. Il a bien dormi. Et j'ai dormi d'ailleurs, pas tout le film bien sûr, mais je me suis endormi un moment. Mais tout ça pour dire quoi ? Que c'était pas foufou, et comme Paula j'allais le voir juste en me disant c'est bien, au moins il y aura de la musique de Tchaïkovski, et même pas, et c'est dommage, d'autant plus que j'imagine que les gens qui vont emmener leurs enfants voir ce film vont se dire peut-être qu'ils vont découvrir de la musique, tout ça, et au final même pas. À la place de ça on nous sert quelque chose d'assez insipide, assez moche visuellement, avec des acteurs en roue libre total. Keira Knightley, arrête le cinéma si tu m'entends. Non. Si. C'est un peu radique. C'est pas possible. J'aurais voulu dormir au moment où elle était là, quoi, parce que c'était pas possible parce que elle gesticule beaucoup trop, mais quel enfer quand même. Elsa, qu'as-tu pensé de Casse-Noisette ? Non, je l'ai trouvé un peu sévère aujourd'hui. Non, attends. Alors moi, oui, comme tout le monde, j'ai trouvé ça extrêmement conventionnel, et ça ne réinvente rien. Et c'est surtout qu'effectivement, pour un Disney qui prétend être grand public, pour la famille, on s'ennuie quand même assez
passer. L'histoire est quand même vachement longue à démarrer. Il y a quand même quelques trucs que j'ai trouvé sympas. Moi, j'ai beaucoup aimé les petites souris. À l'intérieur du... C'était mignon. Je suis d'accord. C'est ouais. mignon. Le Voilà. roi des souris, trop mignon. Mais pareil, encore dans le scénario, il y a des lacunes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se font la guerre à des gens, on sait pas trop pourquoi. Exactement, pourquoi la mère Gingembre, elle est exilée. Pardon. Et... C'est la mère Gingembre qui te fait rire, c'est le... Je pense que c'est un problème de traduction, parce que le personnage est roux. Bah non, mais point traduction, les gars. Mais le personnage est roux, et donc en anglais, les cheveux roux, ça se dit ginger. Et c'est aussi le nom du gingembre, sauf qu'en français, mère gingembre, ça ne marche pas. C'est ridicule. C'est voilà. loupé. C'était le point anglophone de Paula. Je vous avais dit, j'allais vous surprendre, les gars. Bien surpris. Et au niveau aussi, les personnages, comment s'écrit les personnages, les acteurs, effectivement, ils doivent se dépatouiller avec ce qu'on leur a écrit. Et Keira Knightley, là où je vais quand même la défendre, c'est quand même une excellente actrice, parce que Dante l'a un peu descendue. Et là, effectivement, malheureusement, j'ai pas du tout été convaincue par ce qui s'est passé. Ouais, et ben moi personnellement, j'ai pas détesté, je pense que je suis moins sévère que vous, mais j'ai pas non plus adoré. C'est-à-dire que je trouve que c'est un divertissement quand même qui est sympa, je pense, pour des enfants. Après, nous, on n'est pas non plus enfants, mais moi, je peux bien apprécier les films pour enfants, et j'avoue que là, j'ai pas été convaincu, mais ça peut plaire à des enfants. Et non, ce que j'ai intéressé, donc petit point spoil, c'est le retournement de situation auquel je m'attendais pas personnellement, et le fait que dans ce film-là, donc c'est là qu'est le spoil, Keira Knightley qui a l'air d'être une princesse toute jolie, toute mignonne, avec une voix un peu chiante, mais princesse quoi, finalement s'avère être la méchante du film, et Hélène Mirren qui a des cicatrices, qui est un peu effrayante, et en fait quelqu'un de gentil. Et ce retournement de situation était quand même assez imprévisible, même si en le disant comme ça peut faire un peu gros, mais c'était quand même assez imprévisible. Et je trouve que finalement c'est un des Disney il n'y a pas tellement de Disney qui mettent en avant des personnages qui montrent que on n'est pas si on est toute belle, une belle princesse, on peut être quand même quelqu'un de très peu sympathique, voire antipathique, et que à l'inverse on peut être avec des cicatrices moches non mais moches, ou avoir des déformations, tout ça, et être quelqu'un de gentil. Paula, oui. Moi je suis pas du tout d'accord avec toi, parce que je trouve que le retournement de situation est certes inattendu, ça je te l'accorde, mais je trouve que malheureusement le personnage de Keira Knightley, qui était déjà quand même pas très bien écrit, ça part dans du cliché, et elle devient la méchante bécasse, et elle a vraiment l'air d'une bimbo où il y a des sous-entendus un peu quand même limite, et c'est un film pour enfants, donc je me suis dit les sous-entendus, je pense que justement c'est pour un peu pour amuser un peu les adultes qui iraient voir le film. Mais juste pour revenir sur ce que tu disais, là je suis pas d'accord avec toi, parce qu'en fait Keira Knightley, elle devient comme ça à partir du moment où il y a cette révélation. Mais c'est-à-dire, moi ce qui m'intéresse, c'est la révélation même et le changement de situation. Elle est mais elle est quand même moins bimbo, moins avant, dans toute la période. On a l'impression que c'est une princesse Disney version Cendrillon, et finalement on découvre que c'est une Cendrillon détraquée. Donc moi je trouve ça intéressant que Disney torde un peu le coup au cliché qu'ils ont eu l'habitude durant des années de mettre à leur personnage de princesse. Juste un truc, tu parlais aussi du fait que c'est un des rares personnages qui est tout beau, tout joli, et qui pourtant est méchant, et que les personnages moches en général sont méchants. Mais moi je suis pas d'accord. Dans Quasimodo, c'est peut-être une adaptation et pas une histoire originale Disney, mais Quasimodo c'est un personnage qui est moche, repoussant, mais qui est montré dès le départ comme quelqu'un de profondément gentil. Mais c'est là pour moi que se joue la différence entre les deux films, c'est que Quasimodo, on nous dit depuis le début du film il est gentil, et on joue pas justement sur cet aspect physique, est-ce qu'il est méchant, est-ce qu'il est gentil, ce qu'il y a avec le personnage d'Hélène Mirren, ce qui est là-dessus, Quasimodo c'est le parti pris on le sait tout de suite dans le film, il est gentil, point à la ligne. Là dans Casse-Noisette il y a cette hésitation, on se dit la jolie princesse elle est gentille, la méchante femme avec des cicatrices elle est méchante, et en fait on apprend que c'est l'inverse. Donc juste je trouve que dans l'idée c'est bien, mais que ça marche pas. Moi je trouve que c'est un problème d'écriture en fait du personnage, parce qu'on comprend pas non plus les motivations de Keira Knightley. Pourquoi est-ce que d'un coup elle devient méchante, pourquoi est-ce qu'au final la mère Gingembre elle est gentille. Moi c'est plus sur la forme que je trouve ça intéressant, c'est pas sur le fond. Effectivement je suis d'accord que c'est très mal écrit. Je l'ai trouvé ultra prévisible le scénario en fait. Tu t'attendais à ce retournement? Oui, totalement. T'es la seule je crois dans tous ceux-là. Non franchement je m'y attendais pas. En fait je me suis dit je m'y attendais pas, mais quand j'ai vu ça j'ai fait c'est tellement cliché de mettre un twist comme ça dans le film. J'ai trouvé ça à la fois imprévisible mais très prévisible finalement. Je me disais il fallait bien apporter un peu de piquant dans le film en fait. Moi je dormais alors.
Et est-ce qu'on peut parler aussi de la bataille finale la moins épique possible, la bataille finale est très peu intéressante. Ouais. C'est pas possible de faire une bataille comme ça. Les mouvements étaient lents. Autant je trouve qu'ils avaient bien géré le passage avec les clowns quand Clara rentre dans la tente de la mère Gingerbread. Je trouvais qu'il était sympa ce passage. Les deux passages avec l'ouverture aussi du film que j'ai bien aimé. Mais la bataille finale... Alors, bon, vas-y, une dernière remarque. S'il y a un acteur, moi, que j'aimerais bien sauver, c'est Matthew McFadden qui fait le père. Et je trouve qu'il tient bien son rôle de personnage de un peu perdu et tout. Et je trouve ça dommage, en fait, que cet ancrage dans la réalité soit pas si bien exploité que ça. Et malheureusement, une fois encore, je pense que c'est comme pour les veuves, il y a que des bons acteurs, mais c'est vraiment très mal écrit. Donc je rejoins Barbara aussi sur le problème d'écriture. Elsa, un dernier point info, c'est que le CNC l'équivalent du CNC britannique a décidé qu'il ne financerait plus des films présentant des méchants avec des cicatrices en fait. Ah, c'est intéressant. Ouais. Hein. Le premier cadeau de Noël. Vous avez eu l'impression sûrement que les chroniqueurs n'avaient pas de cœur, mais pourtant ils ont un petit cœur, ils aiment les films de Noël. Ils vont tout de suite nous dire quels sont leurs films de Noël en cette période joyeuse. On va commencer avec Paula. Alors, les films de Noël, donc on s'était bien dit en fait que c'est des films qu'on regarde à la période de Noël et pas spécialement des films qui parlent de Noël. Tout donc pour moi en fait, justement, je précise parce que dans ma liste de films que je regarde à Noël, il y en a peu qui parlent de Noël. Qu'est-ce que je regarde à Noël ? Beaucoup de dessins animés. C'est parce que certainement il y a une période totalement régressive, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi je regarde Anastasia à peu près tous les ans à cette période-là. Je regarde Orgueil et Préjugés. La version avec Keira Knightley et Matthew McFadden, justement. Je précise. Je regarde aussi Pirates des Caraïbes. En général, je me fais un petit marathon des 4. Je ne regarde pas le 5. Et oui, je regarde le 4. Pas de jugement, les gars. Qu'est-ce que je regarde aussi ? Je regarde en général des films avec Louis de Funès. Donc, j'aime beaucoup Monsieur Jo. Qu'est-ce que je regarde aussi ? Bernatus, Oscar. Et puis, sinon, des films de Tim Burton. Donc, il y a quand même une longue liste. Très longue liste. T'as du temps, toi, pendant tes vacances. En général, oui, c'est ça. Je pense que j'arrive chez mes parents. Et puis, mais c'est assez varié aussi. Il y a de tout. Il y a y a un peu de tout. Voilà. De l'ancien, du nouveau, du dessin animé, du film. Et Elsa, qu'est-ce qu'il y a dans ta liste de Noël ? Oui, non, moi, bien sûr, j'aime bien regarder les films de Noël. Pendant la période de Noël, pas pour ce que ça me rappelle, en fait, mon enfance, c'est effectivement déjà le premier film qui parle de Noël, c'est L'étrange Noël de Monsieur Jack. J'adore le regarder. Ça, c'est étonnant, parce que pour moi, c'est un film d'Halloween, c'est pas un film de Noël. Ouais. Pour moi aussi. Et c'est vrai que... Mais c'est l'univers... alors, Tim Burton n'est pas la réalisation, mais bon, c'est tout ce qu'il a scénarisé. Et du coup, c'est l'univers-là que j'aime bien, mais sinon, j'aime bien Édouard Romain d'Argent aussi, voilà. Ça, c'est la neige, tout ça, ça rappelle. Et bien sûr, les dessins animés. Et cette année, je pense revoir Coco, qui est sorti seulement l'année dernière. Donc, qui était le Pixar de Noël de l'année dernière. Dante, qu'y a-t-il dans ta liste de films de Noël ? Les vacances de Noël, c'est le moment où il fait très froid, où on ne sort pas beaucoup de chez soi et on a beaucoup trop mangé. Et du coup, moi, j'ai tendance à m'enrouler dans un plaid et regarder des films extrêmement longs. Le Parrain, le Cuirassé Potemkin, Festif, quoi d'autre ? Non, c'est pas vrai. Non, j'aime bien. J'ai eu un doute, je me suis dit, mais disons, il doit passer. Ça doit être fun, grosse ambiance. Bah oui, non, on s'amuse un peu plus. Non, j'aime bien regarder le journal de Bridget Jones, qui est un autre level de niveau cinéphilie. C'est un bon film de Noël, je trouve. Moi, en comédie romantique de Noël, il y a Love Actually, qui pour moi est le top de la comédie romantique. Que je n'ai jamais vu. Et sinon, on part plus. Ah, bien ça. On part plus sur tout ce qui est Gladiator, Kingdom of Heaven, pourquoi pas Le Seigneur des Anneaux. Je trouve que c'est la bonne période. Sur l'action, quoi. Tu aimes bien voir des gens se bastonner à Noël. Des gens qui se tapent dessus, ça qui ne s'aiment pas. Des gens qui se détestent. Barbara, qu'y a-t-il dans ta liste ? Moi, je rejoins Dante sur Le Seigneur des Anneaux et notamment aussi Le Hobbit, parce que quand ça sortait au cinéma, ça sortait à la période de Noël. Donc ça me rappelle un peu la période de Noël. Mais vu qu'il en a déjà parlé, je voulais parler en fait du réalisateur Robert Zemeckis, ça se dit comme ça. Zemeckis. Et du coup de ces deux films d'animation, le drôle de Noël de Monsieur Scrooge et le Pôle Express, qui en fait sont du coup deux films d'animation avec un esprit, une atmosphère assez sombre et un peu burtonienne.
que je trouvais sympa pour Noël et qui se différencie du coup des autres films d'animation classiques. Moi, je suis tout à fait d'accord. Personnellement, il y a toujours effectivement le Pôle Express et Drôle de Noël de Monsieur Scrooge que je trouve particulièrement réussi et qui me plaisent beaucoup. Je sais pas, il y en a d'autres. Je t'ai coupé. Non, mais c'est vraiment les deux seuls moi qui reviennent à Noël et je pense et les ayant vus enfant. Pour le coup, c'est vraiment des films de Noël. Il se passe à oui, Noël, ça se passe à là. Noël et je trouvais. Enfant, ce qui me plaisait, c'était que ces films me faisaient peur, en fait. Ça a changé et je trouvais que ça amenait un vent d'air frais dans l'univers Noël qui peut être un peu kitsch parfois et du coup exploiter la partie sombre de Noël chez certaines personnes. Et ces réalisateurs-là, ils n'ont pas manqué d'imagination et nous, on va s'intéresser maintenant à l'imagination, mais celle des personnages. En effet, on va se demander comment, au cinéma, le monde imaginaire des personnages est représenté. Du Magicien d'Oz à Fight Club, en passant par Alice au Pays des Merveilles, on va voir que plusieurs genres de films s'amusent à mettre en scène l'imagination d'un personnage et on va voir ce que les chroniqueurs... D'abord, première question, justement, est-ce que vous aimez les films qui mettent en avant l'imaginaire des personnages? Barbara, dis-nous. Oui, moi j'aime à peu près du coup les films qui mettent en avant l'imaginaire d'un personnage. Notamment en fait j'aime beaucoup l'imaginaire parce qu'il y a eu beaucoup de versions d'Alice au Pays des Merveilles. Donc en fait voir comment les réalisateurs décident d'emprunter l'imaginaire d'Alice et de mettre leur propre imaginaire à l'intérieur, que ce soit par du coup Tim Burton récemment, même si j'avoue que j'ai pas trop aimé ces dernières adaptations, mais j'ai découvert récemment aussi le Alice de Jan Svankmajer, je sais pas si vous l'avez vu. Oui, je crois, oui. C'est un film, non, c'est un film en stop motion. Ah non. Où en fait du coup il exploite toute l'imaginaire d'Alice mais qui a un imaginaire en fait un peu sombre où en fait c'est un rêve éveillé pratiquement et il reprend en fait ce qui se passe dans nos propres rêves à nous ou quand on reprend des éléments du réel pour le mettre dans notre imaginaire. Par exemple là le lapin, c'est pas un lapin qui sort de nulle part, c'est un lapin qui est dans sa chambre et qui prend vie du coup dans son rêve et du coup je trouvais ça intéressant de traiter l'imaginaire d'un personnage entre la frontière et le réel. D'accord, ok. Dante, que penses-tu des... Moi, ce qui me plaît en général quand on évoque l'imaginaire d'un personnage ou ce genre de choses, la monstration de sa vie intérieure, n'est-ce pas? C'est plutôt l'aspect psychanalytique. Là, allez, on y va. Et moi, ça m'évoque un film que j'aime beaucoup, sur lequel j'ai travaillé récemment pour mes études, n'est-ce pas? Qui s'appelle Valse avec Bachir. Et qui est moins foufou qu'Alice au Pays des Merveilles, mais... Bon, j'ai pas raconté tout le film, mais ce qui est sympathique, c'est que c'est un documentaire fait en animation sur donc le réalisateur qui essaie de se remémorer une période de sa vie dont il n'a plus aucun souvenir, c'est-à-dire la période quand il sortait de l'adolescence et qui s'est battu au Liban en 1982 dans les rangs de l'armée israélienne, et il y a tout un aspect psychanalytique, donc les rêves, tout ça qu'il avait fait à cette époque-là ou que ses camarades qui l'interrogent dans le film ont fait et qui sont en lien un petit peu avec cet événement de leur vie, tout ça, voilà, et je trouve ça assez pas mal, du coup, toujours en animation d'ailleurs, c'est pas du stop motion, je sais pas ce que c'est, mais c'est joli. Barbara. Mais oui, moi en fait, sur Valse avec Bachir, ce que je trouve intéressant aussi, c'est la dimension du souvenir, et est-ce qu'on peut se créer des propres souvenirs? Oui, tout à fait. Du coup, se créer son propre imaginaire, tout ça, c'était super intéressant. Oui, complètement. Moi j'ai une question, le réalisateur, il s'appelle Harry Folman, c'est ça, il a fait aussi quelques années plus tard Le Congrès avec Robin Wright. Tu l'as vu ou pas? Parce que ça parle aussi de ça. J'avais très envie de le voir et je ne l'ai jamais vu pourtant. D'accord, ok. Bon. Paula, quel est ton avis sur le sujet? Moi, en fait, je suis tout à fait d'accord avec Dante sur l'intérêt de la monstration de la vie intérieure, comme il le dit si bien. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est voir un peu un peu, je dirais pas les fantasmes, mais les côtés un peu complètement exubérants que peut avoir la personnalité d'un personnage. Et ce que j'aimais beaucoup, moi, c'est dans les films de Tim Burton, notamment Big Fish, c'est le fait de voir que oui, ce personnage du père, en fait, il croit à ses propres histoires et ça transporte d'histoire en histoire. En fait, ça crée des micro-univers. Et moi, c'est vraiment ce qui me plaît le plus, c'est d'être plongé dans l'univers d'une histoire qui soit aussi incroyable qu'un champ de fleurs ou que des jumelles siamoises et que hop, d'un coup on passe à autre chose et on revient au réel. Moi, je pense que c'est ce que j'aime le plus en fait, c'est ce jeu réel histoire et où on ne sait plus très bien quoi croire, mais on se laisse juste porter par
par toute cette beauté visuelle-là. Elsa. Bah oui, par rapport aux films qui présentent le merveilleux, l'imaginaire, moi j'avoue que j'ai un peu de mal avec les films comme ça, dans le sens où, alors qu'ils sont censés un petit peu montrer effectivement l'introspection des personnages, comment ils se débrouillent pour sortir plus grand finalement de son périple. Et je trouve que souvent, dans le film, on le ressent pas finalement entièrement. C'est le reproche que je fais aussi à Casse-Noisette, c'est que je trouve moi je la sens pas grandie en fait. Enfin, c'est-à-dire que c'est souvent très délaissé par rapport à ça. Mais je trouve qu'après, en ce qui concerne le merveilleux, c'est plus un prétexte en fait pour rentrer complètement dans un autre monde. Il n'y a pas vraiment, je pense, un vrai enjeu de faire grandir le personnage à travers ça. Donc c'est pour ça que moi je suis souvent un peu déçue par rapport à ça, mais bon. Et oui, Barbara, tu voulais dire... Après, sans la dimension, on va dire, merveilleuse et fantastique, il y a des films, genre je pense à Minuit à Paris, où il reste dans le réalisme, et c'est plus au niveau du désir de vivre dans une autre époque qu'on traite l'imaginaire. Ouais, non, mais je suis d'accord. Moi, j'ai beaucoup aimé Minuit à Paris, et je trouve que, après, c'est peut-être parce que c'est plus, on est moins dans le merveilleux, c'est peut-être plus pour plus adulte ou je ne sais quoi, mais on sent vraiment toutes les thématiques et tout ce qui ronge le personnage et pourquoi il se réfugie dans cet univers, et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé. Et on ressent vachement finalement la morale du film, et ça, c'était hyper intéressant. Il y a plusieurs genres de films comme ça, je veux dire, des fois c'est fait dans des films sombres. Shutter Island, en fait, c'est un peu cette idée-là, c'est dans la réalité, mais il le twist, donc là je spoil aussi, mais c'est qu'ils lui construisent tout un monde un monde imaginaire dans lequel il est le héros de l'histoire. Je pense que cette création de monde imaginaire dans des films dans des thrillers par exemple, je le dis vachement bien. Dis-le, Paula, vas-y. Thriller. C'est beaucoup mieux. Est-ce que, je sais pas, Paula, qu'est-ce que tu penses de... Moi, j'avais bien aimé Shutter Island, et je trouve ça aussi intéressant justement de voir cet aspect plus sombre du merveilleux. Bon, alors moi après j'aime beaucoup le merveilleux comme on peut voir... par exemple dans Alice au Pays des Merveilles, tout ça qui est un peu peut-être un peu kitschos, un peu enfant, mais j'aime bien ça. Mais là l'exploitation de ce côté-là où on joue avec le réel et aussi avec les pathologies, la pathologie d'un personnage, c'est ce que j'aime beaucoup. Et peut-être que c'est un peu limite, mais moi ça me fait penser aussi aux films comme Black Swan par exemple, où là on parle aussi de l'imaginaire qui va avec une prestation artistique, c'est-à-dire que c'est une femme qui se donne tellement pour un rôle qu'elle en perd un peu la raison, elle devient complètement obsédée. En fait, son rôle devient sa réalité d'une certaine façon. Elle a vraiment l'impression d'être le cygne noir. Et moi, c'est quelque chose qui me fascine complètement. Peut-être pour le côté un peu... on ne sait pas vraiment ce qui est réel ou pas, si c'est une pathologie ou pas, si elle délire vraiment. J'aime bien être perdue comme ça. Mais c'est intéressant cette utilisation justement de création d'un nouveau monde pour les films qui parlent des pathologies. Moi j'avais vu Un homme d'exception, donc de Ron Howard, qui parlait de la schizophrénie, et dans lequel en fait, alors on se fait duper, mais en fait le personnage s'invente complètement un monde, et du coup ce qui est intéressant c'est que la limite avec l'imaginaire est pas tout de suite décelable en fait, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qu'on est dans son imaginaire, donc ça c'est intéressant, ça permet vraiment de mettre en image les pathologies des personnages aussi, notamment dans Mal de Pierre, ça avait un petit peu de Nicole Garcia, c'était un peu le même enjeu. Je vais encore spoiler un tout petit peu pour ceux qui n'ont pas vu Ghostland, attention, mais dans Ghostland, effectivement, dans le film d'horreur, il y a aussi cette idée-là de création d'un monde imaginaire qui est hyper intéressante, et d'ailleurs je l'annonce tout de suite, on en reparlera dans l'émission du 28 décembre qui sortira le 28 décembre de Ghostland, puisque moi par exemple ça fait partie de mes films préférés de 2018, une émission qui sera une émission spéciale bilan 2018 avec en invité Adrien Desnouettes, critique de cinéma notamment chez Criticat. Oui, Dante, tu voulais rajouter quelque chose ou... Pas spécialement. Non, d'accord. Super. Elsa, oui. Non, est-ce qu'on pourrait considérer que la fin de La La Land, c'est une invitation à l'imaginaire de quelque chose? Je ne sais pas. Enfin, comment expliquer? Une invitation, pas tellement. Non, mais... Dans quel imaginaire on est en fait à la fin de La La Land? C'est une vraie... L'idée, pour moi, l'idée de la fin de La La Land, c'est de dire que la réalité est plus amère que justement l'imagination dans laquelle ils vivent heureux, mais finalement la réalité est beaucoup plus... Mais finalement, c'est le réalisateur du coup qui met en... J'ai l'impression que c'est un peu le réalisateur Damien Chazelle qui met en image le fantasme qu'aurait voulu le spectateur en fait par rapport à toute cette histoire. Oui, c'est possible. Moi, effectivement, au moment où je l'ai vu au cinéma, en voyant cette séquence-là, je me suis dit c'est pas possible. J'espère qu'il va pas faire ça parce que c'est trop niais qu'ils finissent heureux ensemble. Et justement, il met ça en scène. On se dit ah là, ils finissent ensemble. Et finalement, il casse au dernier moment en disant bah non, c'est qu'un rêve et la réalité est beaucoup plus dure que ça. Oui, Barbara. Mais est-ce qu'il laisse pas plutôt le choix en fait au spectateur? Parce que du coup, ça me fait penser aussi au film À jeu d'enfant.
avec Guillaume Canet et Marion Cotillard, où à la fin, en fait, c'est un peu de la même manière, tu choisis ta fin, en fait, entre guillemets. Donc, est-ce que c'est une manière de conforter tout le monde et de... Moi, je pense pas, non. Je pense qu'il y a vraiment un parti pris de Damien Chazelle. On le voit avec la fin, elle est quand même assez claire. À la fin, on voit que c'était qu'un rêve. Et il montre que la réalité, c'est pas ça. La réalité, ils sont plus ensemble. Mais je pense que ça renforce encore plus le contraste, comme tu dis. Et du coup, ça le retour à la réalité est encore plus dur. Mais ça pourrait être aussi intéressant de se poser la question de si les personnages s'étaient imaginé ça aussi quelque part. Peut-être que c'est un peu on montre un peu la connexion du regard qu'il y a entre les deux à ce moment-là. À propos de films musicaux et de musicaux, oui, peut-être. Merci de me reprendre. Dans quel film entend-on cette musique? Je peux avancer un peu. Grace. Oui. Ah mais oui, c'est tout à fait. Et là, vous vous dites, mais pourquoi est-ce qu'il a passé ça? Parce que c'est pas encore le blind test de fin. Ah bah oui. J'ai passé cette musique car le film Grease passe à la Cinémathèque le mercredi 26 décembre à 14h30 dans le cadre du cycle comédie musicale qui se déroule du 12 décembre au 6 janvier. Et les chroniqueurs vont d'ailleurs nous dire quels sont leurs films, leurs envies dans le programme des semaines à venir à la Cinémathèque. Je précise juste que dans le cadre du cycle comédie musicale, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des films récents et anciens. Par exemple, il y a Chantons sous la pluie, Top Hat, Funny Face, Un Américain à Paris, mais il y a aussi Le Moulin Rouge, Sweeney Todd, donc il y a vraiment de tout. Et aussi du Bollywood avec Devdas. Paula, quels sont les films que tu as repérés dans le programme de la Cinémathèque? Alors, moi je voulais aller voir The Yards avec James Caan. Pardon, excusez-moi, je cherche la date. Merci, le 16 décembre. Je veux le voir aussi. Ah bah on s'y croisera. Mais donc voilà, je voulais le voir parce que c'est un acteur que j'aime bien et c'est un film que j'ai pas vu et j'ai été assez curieuse. En fait, j'ai réalisé qu'il y avait Charlize Theron qui jouait dedans et je suis curieuse de voir ce que ça donne. Et par ailleurs, je voulais voir aussi, je rebondis sur ce que tu disais par rapport aux comédies musicales, Tous en scène avec Sid Charisse, parce que j'aime beaucoup Sid Charisse, elle est incroyable. Donc voilà, j'irai voir Tous en scène. Beau programme. Elsa, qu'as-tu Alors moi, par rapport, parce qu'en ce moment, donc il y a la rétrospective Sergio Leone, et du coup j'avais vu que le samedi 15 décembre à 19h30, Il était une fois dans l'Ouest, que j'ai déjà vu, mais je trouve que j'avais déjà vu sur grand écran, mais c'est tellement époustouflant que j'irais bien le revoir une deuxième fois. Je trouve qu'il y a une musique magnifique d'Ennio Morricone et la scène de fin est absolument incroyable. Et sinon, dans le cadre de la programmation donc des comédies musicales, j'avoue n'avoir jamais vu Les Demoiselles de Rochefort. Donc, j'ai vu qu'il y avait le dimanche 30 décembre à 19h une projection. Dante, qu'as-tu repéré? Moi, je voulais voir The Yards le 16 parce donc, que c'est un film comme Paula, mais j'en ai d'autres. Et il y a aussi la rétrospective Rohmer qui m'intéresse parce que Rohmer, c'est aussi un réalisateur de Noël, je trouve. Des films chaleureux et conviviaux. C'est plus tard. Ça, c'est plus tard, c'est en février. Mais voilà. Bah, tu teases. Je tease, mais il faut teaser. Mais d'accord. Bah, bon teasing. Barbara, qu'est-ce qui moi, j'étais intéressée par la rétrospective d'Agnès Varda et notamment Glaneur et Glaneuse que j'avais déjà vu il y a quelques années, où c'est son autoportrait filmique en fait, qui passe le 20 janvier. Et après aussi, j'ai vu qu'il y avait Visage Village qui repassait parce qu'il est sorti il y a pas longtemps avec sa collaboration avec JR qui passe le 27 janvier. Et puis Il était une fois dans l'Ouest aussi parce que c'est un film que j'ai toujours vu à 2h du matin sur Arte, donc j'ai jamais eu la possibilité de le voir au cinéma. Et ben pour terminer, je vous propose un blind test, mais pas comme les autres en effet, parce que ça va être un blind test spécial dessin animé ou spécial dessin animé de Noël ou dessin animé sorti à Noël. Et mais petite subtilité que vous n'aviez peut-être pas, mais ce sont des remixes et covers qui devraient vous surprendre. Vous allez voir, ça va être des chansons que vous connaissez dans des états vraiment particuliers, ça. Vous allez être surpris. On commence, c'est parti. What's this? What's this? There's colors everywhere. What's this? There's white things in the air. Personne? C'est pas l'étranger de Monsieur Jack? Jack, oui. Tout à fait. Point pour Dante. La version métal de Que vois-je pas mal. À voir en concert, je pense. En ciné-concert. On doit passer un bon moment. Est-ce que vous êtes prêts pour la seconde? Les Aristochats. Oui, c'est Paula. Désolé, Barbara. C'est pas grave. La suivante, c'est celle-là. Alors ça, c'est assez particulier. C'est une chanson, mais il la chante.
à la façon d'un autre personnage du film. Elsa? Je sais pas, j'ai l'impression que ça vient d'Aladin. Non. Ce serait pas le Grinch? Ah mais non, c'est un truc Non. de Noël. Bah, si Aladdin est sorti à Noël, il peut être dedans. Je précise que c'est des films Oui, mais sortis à j'ai oublié, Noël. j'avais oublié ça. Vous avez pas un dessin animé de Disney? Laisse-moi juste le temps. Ah bah dis donc, on est sur un... Allez, qui se passe dans l'eau. La petite sirène. Oui, la petite sirène. Je dirais que c'est le point pour Dante. J'ai l'impression d'avoir entendu. C'était vraiment un Dante. concours de rapidité. Hein, C'est ah oui, j'ai pas cité, je vais les citer quand même ceux qui l'ont fait. Là, c'est Luke McKillen qui l'a fait. C'est à la façon d'Ursula. C'était The Electric Swing Circus pour les Aristochats et c'était Pélec pour la reprise métal de L'étrange Noël de Monsieur Jack. La suivante. Non, juste, elle s'appelle Ursula, la méchante de la petite sirène? Oui. Ah ouais. Et là, allons-y. Je n'arrive pas. Pardon, je t'ai coupé. Non, c'est moi qui n'arrivais pas à parler. La suivante, c'est celle-là. Les Blanche-Neige là. Oui, tout à fait. Blanche-Neige et les C'était 7 nains. voilà. Je vais rester à 0 jusqu'à la fin. La reprise de Zora Caton, il s'appelle. Et c'est parti. C'est une reprise particulière. Hein. Un remix. C'est Toy Story, non? Oui. Tout à fait. Bon, il n'y avait pas besoin du point d'avance pour Paula, du coup. Dès qu'elle compte pas les points, Paula, je remarque que ça y va. Ça va mieux. Tout à fait. C'est des musiques comme on les a jamais entendues. Hein. Là, c'est la version quasiment dubstep par Fury Music. Et ça nous manquait d'ailleurs. Hein. Heureusement qu'ils l'ont fait. Par Fury Music Networks. La suivante, c'est celle-là. Je suis pas sûr que ce soit évident celle-là. C'est un cover, une reprise. Coco. Oui, tout à fait. Et la version harpe et voix, c'est fait par Rositsa Milevsksa. Je suis désolé pour elle. Qui a gagné au Scrabble. Bravo. J'arrive pas à dire son nom. Milevska. Je crois que c'est ça. On l'écrira dans la description. Tout à fait. Chanson suivante, c'est celle-là. Anastasia? Oui. Ah ouais. Bah oui. C'est quand même. Once Upon a December. Et tout à fait. C'est le remix de LEAF XCEED. Impossible ce nom. Impossible. Donc nouveau point pour Paula. Putain, on a combien niveau point? 5 pour Paula. Ouais. 2 pour Dante et 1 pour Elsa. Et 0 pour Ah oui. Je suis désolé pour. C'est une victoire écrasante. Allons-y. C'est parti pour le suivant. Et pourtant il y a ça dans un Disney hein. Bah c'est un remix mais ça vient d'un Disney. Ça m'enjaille. Écoutez les paroles. Je suis sûr les auditeurs l'ont déjà. Il est sorti il y a pas longtemps. La Reine des Neiges? Non. Vaiana? Oui, Vaiana, tout à fait. Mais celui-là, je le trouve pas mal. Hein. Il est sympa. C'est de boîte de nuit. C'est de Olil Cravallo. Bonne reprise. Alors, le suivant, préparez-vous parce que je le trouve très sympa, très singulier. La Reine des Neiges. La version japonaise de la Reine des Neiges. C'est mieux que l'original. Hein. Voilà, par contre là je vais pas y arriver. Le nom Kyunozuku officiel. Parce qu'il y aurait pu en avoir deux, donc ils ont précisé que c'était l'officiel. Suivante. Chanson suivante, c'est celle-là. C'est Pélec aussi, c'est celui qui avait fait What Days de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Un Disney aussi. Le Roi Lion. Oui, tout à fait, le Roi Lion. Le cercle de la vie, donc Pélec. C'est dur hein, de les. C'est drôle de les voir de façon. Tu t'attends pas à les écouter comme ça, quoi. L'avant-dernière, préparez-vous, celle-là. Ouais, j'ai entendu en même temps là, compliqué. Non, peut-être Elsa en premier. Elsa. Effectivement.
Aladdin, tout à fait, par Gareth Dunlop. Non mais je crois que je remonterai pas. La dernière, bah. je vous demande le nom de la chanson, pas le film, pas le film, le nom de la chanson et qui la chante. Enfin, le nom de la chanson, ça devrait aller a priori. Qui est-ce qui chante? Les Chipmunks? Non. Karen Knightley, non? Attends, Karen Knightley, non. T'as dit quoi? Stuart Little? Non. Mais là, attendez, écoutez ça. Ah, Vous allez reconnaître là. Quand même. C'est pas Donald ou Mickey? Oui, voilà, Barbara. Ah ouais, point j'ai pour un- Barbara. Ah, Bravo. yes. C'est la bande de Mickey et ses amis qui chantent Jingle Bells. Musique spéciale quand même pour cette émission juste avant Noël. oui. Barbara, dis-nous qui est-ce qui a gagné? Donc victoire écrasante de Paula. Voilà. Avec Après- combien de points? Avec 7 points, 7 c'est ça? points, ouais. Après Elsa, 3 points, Dan 2 points et moi 1 point. Donc c'est Paula qui remporte ce blind test haut la main. Et d'ailleurs Paula, vu que tu es la gagnante, je vais te demander de tirer au sort le nom du ou de la gagnante du concours de la Cinémathèque qui gagnera donc 2 places. Vas-y Paula, alors qui est-ce que t'as tiré? Oui. Eh bien, c'est Léa Gagnant. Bah félicitations Léa Gagnant, tu gagnes donc 2 places pour la Cinémathèque française. Sur ce, nous allons nous quitter, nous nous retrouverons mercredi dans 2 semaines, c'est-à-dire mercredi 28 décembre pour une nouvelle émission, une émission spéciale bilan 2018, les films qui nous ont plu, qui nous ont déplu, avec aussi les débats, les polémiques qui ont agité le cinéma cette année. Ce sera vraiment une émission spéciale parce qu'il y aura plein de chroniqueurs, beaucoup plus que d'habitude, et il y aura en invité Adrien Desnouettes, critique de cinéma et qui écrit notamment chez Carbone. Bah merci à vous tous, chers chroniqueurs, d'avoir fait vivre cette émission de vos avis. Merci à la Cinémathèque pour notre partenariat et merci à vous, auditeurs, de nous avoir écoutés. On espère que vous avez appris des choses, mais aussi que vous êtes divertis. On se retrouve donc le mercredi 28 décembre et je laisse le mot de la fin aux enfants du paradis. Oh non, vous n'allez pas m'abandonner comme ça. Dites-moi au moins quand je vous reverrai. Bientôt peut-être, sait-on jamais avec le hasard.